Bonjour, bonsoir à vous tous et bienvenue dans Le Monde en 7 ce samedi 12 juillet 2025. Trois sujets retiennent notre attention dans cette émission. Nous allons parler d'abord des États-Unis où Donald Trump a reçu 5 chefs d'État d'Afrique. On va s'interroger pour comprendre pourquoi. On parlera aussi de la République démocratique du Congo avec la reprise des discussions entre le mouvement M23 et le gouvernement. Et en deuxième partie, nous parlerons du Togo pour évoquer les manifestations de ces dernières semaines. Le gouvernement a fait une sortie au cours de laquelle le ton est monté. Je reçois deux invités pour faire le débat. Bon enfant Agbovi, analyste politique. Bonsoir, bon enfant. Bonsoir Samuel, bonsoir mon co-débatteur face à face de ce jour. Bonsoir à toute ma famille à Gotime Batoumé et à tout le monde, à tous ceux qui nous suivent en ce moment. Merci d'être notre invité. Face à vous, Samir Ouro-Samam, juriste et président de l'ICJVE. Bonsoir Samir. Bonsoir Samuel, bonsoir à tous ceux qui nous suivent sur toute l'étendue du territoire national, plus précisément aux habitants électeurs de notre grande commune à Agonive 1. Le jeudi 17 juillet 2025, jour de vote, vous électeurs de notre commune à Agonive 1 aurez une décision importante à prendre, celle de choisir le candidat Samiroudine Ouro-Samam en votant donc massivement pour la liste du parti Cercle des leaders émergents clés. Mobilisons nos proches habitants et électeurs de la commune Agonive 1 autour de la liste du parti clé pour une commune forte et dynamique où les opportunités économiques se développent et où les habitants profitent d'une qualité de vie élevée. Et comme j'ai pris l'habitude de le dire depuis un très bon moment, toujours grâce à New World TV. Merci d'être notre invité. Alors vous l'avez rappelé, vous êtes candidat aux élections municipales du 17 juillet prochain sur la liste du Cercle des leaders émergents. Qu'est-ce qui vous a décidé à vous jeter à l'eau? Ben écoutez Samuel, vous savez que en réalité les élections locales constituent une forme d'engagement citoyen et donc les citoyens doivent s'approprier donc ce défi-là de pouvoir apporter leur contribution, les expériences qu'ils ont acquis dans les secteurs privés, public et puis de la société civile et essayer d'apporter une certaine innovation dans la manière donc de faire et puis implémenter de nouvelles actions innovantes pour impulser le développement local, inclusif et durable de nos différentes communes. Donc en réalité c'est véritablement un engagement citoyen. En tant que citoyen de ma commune, je me dis que avec l'expérience que j'ai, avec l'expérience acquise dans la vie professionnelle, il était temps de pouvoir se positionner, voir dans quelle mesure je peux au sein du conseil municipal apporter ma pierre à l'édifice. Mais pourquoi spécifiquement clé? Ben écoutez, c'est en quelque sorte un parti sur l'échiquier politique national qui a une approche un peu axée sur le développement local. Donc il y a un mot d'ordre d'apaisement, un mot d'ordre de cohésion, de préservation de la cohésion sociale, de la paix. C'est un parti qui essaie de promouvoir donc la jeunesse et comme nous incarnons cette jeunesse dynamique là, je pense que c'était une opportunité pour moi de pouvoir m'inscrire sur leur liste et voir dans quelle mesure nous pourrions ensemble implémenter leur programme de société dans la commune Agonive 1. Bon enfant, vous comprenez parce qu'aujourd'hui quand on regarde quand même les différents candidats, il y en a beaucoup qui sont jeunes, très connus, qui veulent s'engager dans la gestion de la chose publique au niveau local. Vous comprenez ce choix? Comprendre ce choix, bon, moi je ne saurais le dire, mais je crois quand même que nous voyons que les autorités et les autres personnes qui dirigeaient une partie d'un secteur donné du pays commence par être, c'est-à-dire que un système vieillissant. Donc lorsque les jeunes, aujourd'hui tout le monde prône la jeunesse, que la jeunesse n'a qu'à prendre la relève. Donc aujourd'hui, si cette jeunesse togolaise a pu comprendre le cri d'alarme des gens, et ils se sont prononcés, surtout pour les municipales, ça veut dire que dans tout pays, les municipales constituent une politique de base et on doit quand même commencer par là avant d'aller plus haut. Donc, félicitations à tous les Togolais jeunes qui se sont lancés dans cette bataille. Et sans oublier mon face-à-face Ouro Samir, dont je souhaite d'abord une bonne chance. Et on verra la suite.
on verra la suite. Et la suite pour nous, c'est les États-Unis avec les dirigeants du Libéria, du Sénégal, de la Mauritanie, de la Guinée-Bissau et du Gabon qui ont été reçus à Washington pour une rencontre consacrée officiellement à des questions commerciales, d'investissement et de sécurité. Donald Trump, il les a réunis le 9 juillet dernier à la Maison-Blanche dans un contexte où les États-Unis essayent de contrer l'influence grandissante de puissances, d'autres puissances sur le continent, notamment la Chine et la Russie. Au moment d'ouvrir, ils avaient eu un déjeuner de travail avec le locataire de la Maison-Blanche. Et au moment d'ouvrir ce déjeuner de travail, Donald Trump a donné la couleur quant à la raison principale de ces invitations, qualifiant devant la presse les 5 pays d'endroits dynamiques. Ce sont ces mots, dynamiques, avec des terres de très grande valeur, de super minerais, de grandes réserves de pétrole et des gens merveilleux. Il y a un grand potentiel économique en Afrique comme peu d'autres endroits à bien des égards. Samir Ourosama, est-ce que quel est le véritable enjeu, parce que c'est Donald Trump, c'est un homme d'affaires, c'est un suprémaciste, il ne s'en cache pas, il ne voile pas ses dés quand il avance. Quelle est la raison derrière l'invitation de ces 5 chefs d'État de l'Afrique? Ben écoutez Samuel, je pense qu'il est important pour permettre aux téléspectateurs de bien cerner cette situation quand on replace le sujet dans son contexte socio-économique. Parce que quand vous prenez en face, vous avez les États-Unis d'Amérique qui sont pratiquement la première puissance économique mondiale depuis plusieurs années déjà. Ouais. En 2024, son PIB est évalué à près de 29 168 milliards de dollars. C'est un pays industrialisé, un pays à la pointe du progrès technique véritablement, en particulier avec les technologies du futur. Donc on parle de la biotechnologie, on parle des technologies de l'information, de la communication. Donc c'est un pays avec une monnaie de référence, le dollar, qui est une monnaie véritablement en vogue sur le plan international. Et face, vous avez des pays avec des réalités un peu semblables. Vous avez le Sénégal avec un PIB qui tourne autour de 34 milliards de dollars. Vous avez le Gabon avec un PIB qui tourne autour de 12 milliards de francs CFA. Vous avez la Mauritanie avec un PIB qui tourne autour de 10 milliards. Vous avez le Libéria, un PIB qui tourne autour de 4,7 milliards de dollars. Et vous avez la Guinée-Bissau avec un PIB autour de 2,5 milliards de dollars. Et ce sont des pays endettés. Et quand vous prenez les économies de ces pays-là, vous vous rendez compte qu'en fait, ce sont des économies qui se basent sur l'exploitation des ressources minérales véritablement. Donc, on parle des minéraux comme le manganèse, le pétrole, le gaz, l'or, le cuivre et tout. Et quand vous prenez ces économies-là, c'est à partir de ces dernières années que ces pays-là ont enclenché le processus d'industrialisation. Donc, de faire en sorte que de plus en plus, les ressources premières de ces pays-là soient exploitées sur place avec une plus-value et puis des emplois qui sont créés pour des jeunes qui prennent la plupart le chemin donc, de la Méditerranée et qui retrouvent véritablement la mort. Donc, quand vous prenez un peu les acteurs en jeu, vous vous rendrez compte qu'en fait, vous avez en face des États-Unis d'Amérique super puissants qui sont en train véritablement de renforcer leur hégémonie, parce que face à eux, il y a la Chine qui est les talons de près avec une industrialisation de feu au cours de ces dernières années. Donc il est important pour les États-Unis de renforcer sa présence sur le continent africain, parce que les industriels américains ont besoin. C'est vrai que les États-Unis, selon les estimations, des réserves en ressources naturelles importantes, mais jusqu'alors inexploitées. Donc ils ont besoin des ressources naturelles. Or, quand vous prenez l'Afrique, notamment un certain nombre de pays comme le Sénégal, le Gabon, la Mauritanie, le Libéria ou la Guinée-Bissau, ce sont des terres potentielles, parce que cette terre-là regorge énormément de ressources premières. Et donc, l'enjeu majeur, c'est un enjeu économique. C'est un enjeu économique dans la mesure où les États-Unis d'Amérique, depuis un bon moment, ont laissé de côté cette façon de voir le monde. Parce qu'on se rappelle, en 1961, avec une sortie emblématique du président John Kennedy, qui disait qu'en fait, le monde entier regardait vers les États-Unis et sa démocratie. Parce qu'à l'époque, vous avez
des États-Unis qui essayaient véritablement d'influencer le reste donc des pays par son modèle démocratique, parce que c'est une démocratie qui est basée sur l'équilibre des pouvoirs, avec une constitution qui prévoit la séparation du pouvoir, un pouvoir exécutif incarné par le président de la République, un pouvoir judiciaire incarné par la Cour suprême, et puis le pouvoir législatif partagé entre la Chambre des représentants et puis le Sénat. Donc ils ont vu qu'à un moment donné ça ne marchait pas, parce qu'en face vous avez la Chine, la Russie, qui sont en train de renforcer leur présence sur le continent et qui n'accordent pas nécessairement une importance à la question démocratique, la question de respect des droits humains, du régime politique en place et un certain nombre de paramètres de l'état de droit. Et donc les États-Unis se sont rendus compte que s'ils continuaient dans cette lancée de pouvoir exiger un respect d'un certain nombre d'indicateurs, de principes démocratiques, de droits humains, ils sont en train de perdre leur hégémonie, notamment sur le continent africain. Donc il faut laisser de côté cette conception de l'aide au développement conditionnée par le respect d'un certain nombre de principes et puis parler commerce, parler économie avec ces pays-là. Donc pour Donald Trump, depuis un certain moment, vous savez que sa nouvelle approche, c'est beaucoup plus une diplomatie fondée sur le développement économique, les transactions économiques et tout cela. Et donc l'enjeu majeur, c'est de pouvoir convaincre ces pays-là qu'il n'y a pas meilleur investisseur que les investisseurs américains. Bon enfant Agbovi, est-ce que ça veut dire que avec ces 5 pays qui se sont rendus, enfin ces 5 dirigeants qui sont rendus à la Maison Blanche, les enjeux sont purement économiques? Bon, en tout cas, moi je saurais le dire, parce que je sais que le président Trump est un président imprévisible, ça tout le monde le sait, de par ses déclarations, mais j'aime quand même son franc-parler, c'est-à-dire qu'il ne cache pas ses mots, il dit que s'il t'aime, il le dit, s'il t'aime pas, il te le dit. Mais vous savez que les hommes politiques ont habituellement des choses, il faut se méfier des sorties médiatiques des hommes politiques. Vous savez que entre-temps, Donald Trump à l'ascension et quand il a gagné les élections, il est arrivé en même temps avec des déclarations que les gens croyaient être contre les pays africains, et notamment sortant une liste de pays africains dont les restrictions au fait le fait d'aller encore aux États-Unis a été restreint, donc dans le Togo fait partie. Mais en réalité, nous savons tous que Donald Trump est un businessman. Donc tout ce qu'il doit faire pour continuer l'hégémonie américaine, laquelle consiste à ne considérer que les Américains premièrement. Mais voilà, American First, c'est ça qu'il est en train de faire. Aujourd'hui, les pays qu'il a convoqués, les présidents des pays qu'il a convoqués, notamment le Gabon, la Guinée-Bissau. Convoqués ou invités? Il est invité. Bon, Donald Trump pour les convoquer. De quel mais habituellement, droit? Pardon? De quel droit? Mais lorsque les chefs d'État comme non, les chefs d'État habituellement ça se passe. Ouais, la Chine seule peut convoquer convoquer tous les États africains. La Chine Afrique. Oui, on parle d'invités, mais c'est des convocations. Tout un continent ne peut pas être appelé par un seul pays. Et ça, c'est une convocation. Sinon, ils désisteraient. Je dis bien, ils ont été convoqués ou bien invités, comme vous le voulez, et à la Maison Blanche. Et c'est des pays qui regorge en réalité des minerais. Et Donald Trump n'a pas caché ce qu'il veut. Il a parlé de dynamisme, il a parlé de minerais, il a parlé de pétrole, il a parlé de population même. Il est allé jusqu'à dire que c'est des pays dont la population est merveilleuse. C'est un président très rusé. C'est un président très rusé. Il y a des pays encore africains qui regorgent encore beaucoup de ressources, que ces pays qu'il a cités, mais lui seul il peut savoir pourquoi il a commencé par ces 5 pays et pas d'autres. Alors, justement, 5 chefs d'État, d'accord, mais pourquoi ces pays spécifiquement? Parce que vous avez parlé des PIB de ces pays-là aujourd'hui. Quand on vient sur le continent, en matière de PIB, on pense d'abord au Nigeria, on pense à l'Afrique du Sud, on pense à un certain nombre de pays du Maghreb. Pourquoi ces 5-là spécifiquement? Ben écoutez, Samuel, vous savez que sur le continent africain,
les États-Unis d'Amérique ne sont pas leur premier essai. D'ailleurs, même l'accord de paix, je pense qu'on va aborder le sujet, l'accord de paix qui a été obtenu sous l'égide donc des États-Unis entre le Rwanda et puis la République démocratique du Congo, ben, c'est en contrepartie d'un accord minier qui va être signé prochainement entre les États-Unis et la République démocratique du Congo. Donc les États-Unis ne cachent pas leur intérêt pour les ressources naturelles du continent africain. Mais quand vous regardez un peu la réalité au niveau de ces pays-là, vous savez que c'est pratiquement les pays qui ont connu récemment des transitions démocratiques. Donc vous avez le Sénégal, où le président de la République a changé. Donc il y a un nouvel exécutif qui est arrivé donc au pouvoir. Quand vous prenez le Gabon, exactement la même réalité. Le nouveau président qui est arrivé. Quand vous prenez la Mauritanie également, il y a une transition démocratique, un nouveau président qui est arrivé. Et quand vous prenez... Il est dans son deuxième mandat. C'est pour dire qu'en fait, ce ne sont pas des présidents qui sont là depuis des années. Ce sont des présidents qui respectent un minimum les tests qui ont été adoptés donc par les citoyens donc de ces États-là. Quand vous prenez le Libéria, c'est la même chose. Quand vous prenez la Guinée-Bissau aussi, pratiquement, il est dans son deuxième mandat, dans son premier mandat, si j'ai bonne mémoire. Donc, c'est en quelque sorte des personnalités, des chefs d'État qui ne sont pas au pouvoir depuis des années, mais qui sont dans une dynamique démocratique, si je peux le dire ainsi. Mais les États-Unis ne sont pas trop regardants sur cet aspect-là. Mais au fond, quand vous regardez les économies de ces pays-là, ce sont des économies très endettées. C'est-à-dire que vous avez des pays potentiellement riches, avec des ressources naturelles énormes, véritablement, des minerais rares, des terres même rares dans ces pays-là. Mais ce sont des pays endettés. Ils ont besoin des investisseurs. Par exemple, quand vous prenez la Guinée-Bissau a un potentiel en ressources naturelles important, mais jusqu'alors inexploité. Donc c'est véritablement une opportunité pour les États-Unis de se dire, nous avons le savoir-faire, nous avons la technologie nécessaire, nous pourrions vous apporter donc notre savoir-faire dans ce sens-là. Et quand vous regardez un peu les propos qui sont tenus par Donald Trump lorsqu'il parle, il dit d'abord, il y a un grand potentiel économique en Afrique, comme peu d'autres endroits à bien égard. Oui. Et ensuite, il poursuit des terres de très grande valeur, de super minéraux, des grandes réserves de pétrole et des gens merveilleux. Vous avez vu là où il a classé la considération humaine pour Donald Trump. Ben, votre population ne nous intéresse pas comme ça. Ce qui nous intéresse, c'est ce que vous avez. Priorité, ce sont les terres, les minéraux. Absolument, absolument. Donc, c'est ce que vous avez véritablement. Et donc, quand on regarde un peu les messages relayés donc par les chefs d'État à tour de rôle, vous avez le Sénégal qui a vanté sa stabilité économique, son environnement réglementaire favorable, sa richesse donc en ressources naturelles, notamment le gaz et le pétrole qu'ils ont commencé à exploiter récemment. Vous avez le Gabon qui a également vanté le dynamisme de sa population, une grande diversité de matériaux bruts, réserves en pétrole et gaz, manganèse et consorts. Vous avez la Mauritanie qui a aussi vanté cela, le potentiel de son pays qui est en ressources minérales, les minéraux, les terres rares et tout. Le Libéria également, la Guinée-Bissau. Donc ils sont véritablement dans la même logique avec les États-Unis. Nous avons quelque chose que vous recherchez, et vous avez quelque chose que nous recherchons, le savoir-faire, la technologie, pour pouvoir mettre en valeur nos richesses-là et que cela profite à nos économies. Et donc, le message commun, c'est de faire en sorte que ce partenariat économique soit gagnant-gagnant. Justement, ce discours-là que ces chefs d'État ont tenu devant le président américain, nous avons ci, nous avons ça, donc nous avons ce que vous cherchez et nous voulons que vous veniez avec les investisseurs. Ce discours, en réalité, il n'a pas changé depuis. Est-ce que finalement, l'Afrique n'a rien de mieux à offrir que de dire chaque fois nous avons les terres rares que vous cherchez, les minéraux et tout? C'est ça que nous déplorons. Vous savez, nous venons de loin. Les pays africains viennent de loin, je t'assure. Parce que si c'est que nos dirigeants africains avaient compris et quelque chose en amont dans le développement interne du pays, en investissant dans l'acquisition des machines qui pourraient leur permettre de transformer leurs produits bruits ici pour être encore compétitifs sur les marchés,
mais ils ne vont plus tenir, comment on appelle ce langage-là, devant comment l'appelle-t-on, M. Donald Trump, qu'on considère comme un Superman. Vous comprenez? Mais M. Donald Trump est en train d'agir maintenant comme il était le roi. Il était le roi du monde. Ce que Samir a dit tout à l'heure concernant l'idée qui amènerait M. Trump a convoqué seulement que 5 pays d'Afrique. Je m'inscris totalement, pas totalement, parce que c'est son analyse, mais je m'inscris un peu en faux concernant le fait qu'il disait que les 5 pays-là, sont quand même logés dans les pays endettés et ils valorisent leurs ressources minières, etc. Mais nous connaissons des pays africains qui sont logés dans des PTTE, mais qui ont des ressources plus que ces pays cités. Donc si c'est le cas là, moi je ne pense pas. Si en réalité on doit aider qui? On doit aider plus celui qui n'arrive pas à se relever. Donc il y a des pays qui sont depuis logés dans ce système de PTTE déclaré par les Blancs même, mais dont les ressources sont plus que les pays qu'on a cités là. De deux, je sais que le président gabonais vient d'arriver, le président du Libéria n'a pas trop duré, et le Sénégalais vient d'arriver. C'est des gens là qui ont l'opportunité de choisir à qui ils vont faire leur relation, à qui ils peuvent être en relation. Et par exemple, Guinée-Bissau, lui il est là depuis, tout le monde le sait, même chose que la Mauritanie. Mais l'idée qui a amené Donald Trump à ne choisir que ces 5 pays, il est le seul à le savoir. Moi, je ne saurais le dire, puisque ce qu'il est en train de dire ici, dans quel pays n'est pas dynamique maintenant en Afrique? Quel pays ne regorge pas de minerais? Quel pays n'a pas de pétrole? Quel pays dont la population n'est pas merveilleuse? Je dis que Monsieur Donald Trump, rien de particulier. Il n'y a rien de particulier dans tout ce qu'il a cité, puisque vous-même vous savez, et Samir même le sait avec moi, que tout ce que Donald Trump a cité comme soubassement sur lesquels il va, selon lui, il va se baser pour inviter ces pays. Les autres pays en ont même plus que les pays invités. En dehors de ça, je crois que quelque chose serait caché derrière, que nous allons savoir. Et justement, est-ce que ce n'est que l'aspect économique qui serait derrière? Est-ce qu'il n'y a pas? Parce qu'avec les États-Unis, il faut toujours voir la sécurité quelque part. Est-ce que... je vais poser la question de façon aussi directe. Est-ce que les États-Unis ne veulent pas profiter de la vulnérabilité de ces pays-là pour négocier un certain nombre d'accords, sachant qu'ils ont perdu du pied sur le continent en matière sécuritaire, militaire? Ben écoutez Samuel, quand vous regardez un peu les 5 pays, vous vous rendrez compte qu'en fait, vous avez pratiquement 3 pays francophones dedans. Alors que vous savez que en Afrique francophone, les États-Unis, vous savez, toute l'histoire qu'il y a derrière leur présence sécuritaire sur le continent africain, notamment dans la sous-région ouest africaine, où elle a été appelée à plier bagages dans certains pays. Vous les connaissez, ces pays-là. Ouais. Et donc, comment vous pouvez comprendre que les États-Unis, dans cette démarche-là, de pouvoir se rapprocher des pays africains, convoquer encore par exemple le Niger, convoquer encore le Mali, puisqu'il dit qu'il y a d'autres pays qui possèdent des ressources naturelles beaucoup plus importantes. En Afrique francophone, vous avez le Niger, vous avez le Mali, qui ont chassé les Américains de leur territoire véritablement, qui ont dénoncé un certain nombre d'accords. Donc quand vous regardez les réalités dans ces pays-là, les pays qui ont été invités à la Maison Blanche, vous vous rendrez compte que vous avez le président du Sénégal, Diomaye Faye, Bassirou Diomaye Faye, qui a dénoncé les accords avec la France. Si on a dénoncé ça, ça ne veut pas dire que la personne n'est plus en relation. Des ressources naturelles, donc avec la France véritablement. Et ils ont dénoncé un certain nombre d'accords donc dans ces pays-là. Donc pour les États-Unis ont une offre innovante à offrir donc à ces pays-là. Nous avons ce que vous cherchez. Nous voulons vous traiter de façon égalitaire. Nous voulons un partenariat gagnant-gagnant. Il ne cesse de répéter cela. Dans son message envers les chefs d'État, Donald Trump ne les considère pas comme des élèves je ne sais pas comment je peux... Les élèves de la basse-cour. Ne les considère pas comme ces subalternes.
Donald Trump les considère comme des chefs d'État. Vous avez vu comment ils ont été accueillis. Le déjeuner qui leur a été offert. Et dire que ces chefs d'État, qui sont des pays souverains, qui pouvaient refuser cette invitation-là, parce qu'ils savent que les États-Unis, c'est quand même la première puissance économique, avec 300 millions d'habitants en termes de potentiel de marché de consommation. Et donc, quand vous avez mais même, des opportunités avec économiques, une balance commerciale très inégalitaire, avec le continent, 3% des exportations. Absolument. Donc, en réalité, est-ce que les chefs d'État qui sont allés là-bas, bon enfant à Bovie, est-ce qu'ils sont conscients que d'abord, est-ce qu'ils sont conscients de ce que recherchent leurs interlocuteurs et est-ce qu'ils savent que l'Afrique a du mal à peser dans la balance commerciale? Écoutez, dans toutes les instances internationales, l'Afrique peine à peser. Et c'est comme l'oppresseur nous dicte ce qu'on doit faire. C'est pourquoi dans mon allocution, j'avais dit que si les dirigeants africains s'étaient levés très tôt pour comprendre qu'un blanc, que ce soit européen et asiatique, etc., ne peut jamais, dans les instances internationales ou bien dans les relations bilatérales, ne peut jamais traiter un Africain de manière égale. Ce n'est pas possible. Je suis désolé. Ce que Samir a dit, que, comment l'appelle-t-on, Donald Trump a invité les gens, est-ce qu'on a vu comment ils ont été reçus? Ça, c'est la ruse du blanc. C'est la ruse du blanc. Vous comprenez? Je voudrais qu'on rectifie ceci tout à l'heure, que ce n'est pas parce que le Mali aurait pris une décision de faire quitter certaines institutions chapeautées par les États-Unis que Donald Trump, devant l'économie, quand il sait que le Mali peut jouer le rôle là, Donald Trump ne va pas voir ceci parce que American First, c'est que tu es au pouvoir. Tout ce que tu peux faire pour que après toi, qu'on ne parle bien de toi, c'est ça que Donald Trump. Donc ça, je suis désolé de dire que ça ne doit pas être ça. Puisque lorsque nous sommes sur un terrain économique, les autres activités ne pèsent plus forcément. Donc aujourd'hui, dire qu'ils ont été, c'est la manière d'amener encore ces présidents africains, je dis ça, les dolés, pour qu'ils offrent, comme d'habitude, ce qu'ils ont l'habitude d'offrir aux gens, pour qu'ils en offrent plus. Aujourd'hui, quand je voudrais dire tout à l'heure que la France, ou bien les pays africains dont il a cité tout à l'heure, le Mali, le Burkina, comment l'appelle-t-on, le Niger, mais ils ont dénoncé des accords. Cela ne veut pas dire qu'ils ont cessé toute opération ou toute relation avec la France. Aujourd'hui, nous, c'est comme ça. Tout pays qui veut vivre en autarcie peut s'essioler tout à l'heure. Aujourd'hui, c'est pour lui dire que ces Occidentaux et ces Américains ont une manière, ils ont tellement analysé les Africains et savoir comment les amener. Dénoncer quelque chose ne veut pas dire que je ne veux plus de toi, mais ce que nous voulons souhaiter, ou bien j'aimerais souhaiter à ces présidents africains qui ont été invités, quel que soit le déjeuner, vous voyez la confrontation Donald Trump, le président sud-africain, ukrainien là. Ukrainien Volodymyr Zelensky. Mais vous voyez, je vous assure que Donald Trump n'a pas été tendre avec ce président, alors que c'est un homologue. Mais après ceci, on lui a offert quand même un déjeuner. Donc il ne faut pas qu'on s'assied sur ce système de est-ce que vous avez vu la quantité de ceci, vous avez vu comment on peut recevoir un président africain à l'Élysée, à la Maison Blanche, avec tous les honneurs. Mais il faut savoir que ce que le blanc a perdu avant de recevoir celui-ci avec tous les honneurs, il les aura par la main gauche. Alors, dernière question sur le sujet. Vous avez cité tantôt les propos de chacun des chefs d'État. Moi, je retiens ces mots de Brice Oligui Nguema, le président du Gabon. Le Gabon est un pays riche. Il y a un paradoxe entre ce qu'il dit et la réalité du Gabon. En fait, le continent regorge énormément de richesses. Et Donald Trump est conscient de cela. Donald Trump sait que ces pays-là sont des pays riches véritablement. C'est pour ça qu'il s'intéresse à ces pays. Parce qu'en fait, quand vous prenez nos pays sont gangrénés par quoi? Par la mauvaise gouvernance, par la pauvreté, par le chômage des jeunes, par l'instabilité politique, par l'insécurité. Et c'est d'ailleurs l'un des sujets qui a été abordé aussi. La question sécuritaire et la question de paix, aider les pays donc à résoudre le problème d'attaque au niveau donc du golfe de Guinée par la piraterie maritime. Donc c'est des questions cruciales, importantes. Ces chefs d'État africains, Monsieur Samuel, est-ce que vous pensez que ces chefs d'État africains sont des enfants?
et vont se laisser dicter par un dirigeant, fût-il dirigeant d'un pays plus puissant. Je pense qu'on doit avoir beaucoup plus de respect envers les chefs d'État qui ont été reçus à la Maison-Blanche. Ce n'est pas de ça qu'on parle, ces chefs d'État africains, ce sont des chefs d'État conscients. Et d'ailleurs, même vous avez vu le recadrage du président du Gabon à Donald Trump pour dire que nous ne sommes pas des pays pauvres, nous sommes des pays riches et nous demandons à être traités convenablement. Il l'a bien dit clairement devant le président américain, il l'a dit. Donc c'est pour dire que ce ne sont pas des enfants, ces chefs d'État. Ils savent ce qu'ils sont allés chercher. Et tout ce qu'on peut souhaiter, c'est de faire en sorte que le partenariat entre les États-Unis et ces pays africains soit profitable aux populations donc, de ces pays respectifs. Est-ce que ça l'a jamais été? Mais quel est le degré de partenariat entre les États-Unis avec ces pays? C'est faible. C'est beaucoup plus l'aide au développement qui a toujours été mise en avant avec les programmes MCC, avec l'USAID, avec la GOA, énormément de programmes. Et donc Donald Trump veut mettre fin à cette façon de voir l'Afrique où il faut toujours apporter l'aide au développement et dire qu'en fait, vous avez le potentiel. Pourquoi nous ne pouvons pas parler commerce? Pourquoi nous ne pouvons pas parler développement économique? Bon enfant. Oui, bien sûr. Moi, je crois que mon co-débatteur dévie ce que vous dites. Mais vous savez, Nguema avait dit que nous sommes riches. Nous sommes riches, mais avec une population pauvre. C'est le paradoxe. Et je crois que c'est de ça que nous voulons parler. Sa sortie a créé de paradoxes, puisque un pays qui regorge de minerais n'est pas égal à un pays qui est riche. Parce que quand vous avez des minerais, ça dit que c'est des produits bruts. Et avant que ces produits ne soient directement utilisables, il faut une transformation. La plupart des pays africains n'ont pas ces moyens pour acquérir des machines pour transformer les minerais qui, en les vendant, vous aurez des richesses et ces richesses-là vont vous amener à ce que quelqu'un dise que c'est un pays riche. Nous avons des minerais, bien sûr. Et pourquoi nous sommes pauvres? Quand il dit que ce n'est pas la mauvaise gouvernance, ça, je le prends en partie parce que ce que les gens nous envoient comme aide, c'est ça qu'on ne gouverne pas bien. C'est ce que nous prenons des gens. Ouais, non? Quand les gens viennent, quand on fait l'économie de traite, quand on nous fait les économies de traite, c'est ce que nous offrons aux gens à vil prix et qu'ils transforment chez eux parce qu'ils ont la force de transformation et ils viennent encore nous vendre les produits issus, les produits finis de ce que nous avons comme minerais. Rien ne sert de crier que nous avons des minerais. Nous sommes sur les papiers, nous sommes des pays pauvres. Et je dis qu'on n'a jamais cité le Gabon de Nguema là, dans les pays les plus... C'est-à-dire c'est des pays intermédiaires. On peut parler de PIB évalué à... Les Blancs savent que le Gabon ou les pays là sont des pays à PIB, bon, convenables, mais ils sont quand même classés pas dans des pays riches. Vous avez parlé tout à l'heure du Nigeria. Si on veut parler vraiment de PIB en Afrique, on veut s'appesantir sur ce système de PIB pour pouvoir créer des relations internationales. On va commencer quand même par le Nigeria. C'est deux puissances. Quand les États-Unis constituent une force économique du monde, mais le Nigeria aussi est une force économique de l'Afrique. Donc, je vous dis que ce que nous pouvons souhaiter à ces chefs d'État qui sont là-bas, il ne faut pas qu'ils fassent comme leurs prédécesseurs. Ici, les gens ont critiqué les gens que ceux qui les ont précédés n'ont pas bien lu certains protocoles avant de signer. Et c'est ça qui a propulsé la plupart des pays qui n'ont pas su comprendre les dessous des accords signés. C'est ça qui a propulsé la plupart de nos pays africains dans de gouffres. Et nous en vivons jusqu'à présent. Ce que moi je peux leur souhaiter, c'est qu'un blanc ne peut pas te faire quelque chose sans qu'il n'y ait de dessous. Il faut qu'il lise, si c'est un accord, il faut qu'il lise bien les accords. Et j'aurais préféré qu'ils utilisent une partie de leurs ressources là, qu'ils budgétisent l'achat des machines de transformation. Vous allez voir que lorsque la plupart des pays vont comprendre ce système, vous allez voir que les Blancs auront plutôt des visas pour venir chez nous ici en Afrique. On va passer au deuxième sujet, la République démocratique du Congo, avec cette
cette discussion qui a repris entre le gouvernement et le M23 à Doha, au Qatar. Les discussions ont repris alors que les armes continuent de crépiter sur le terrain des hostilités, notamment dans les territoires de Rutshuru, de Masisi, de Nyiragongo et du Nord Kivu. Ces combats se poursuivent donc provoquant de nouveaux déplacements des populations civiles. Pour une partie de l'opinion publique, il paraît difficile de croire à un accord de paix tant que la situation militaire reste inchangée. Samir, on a l'impression, quand on suit un peu l'actualité RD congolaise, on a l'impression d'un ping-pong. On a avancé avec un accord sous l'égide des États-Unis, un accord trouvé entre la RDC et le Rwanda, mais les armes ne se taisent toujours pas. Parce qu'en fait, Monsieur Samuel, quand vous regardez un peu la réalité au niveau de l'Est de la République démocratique du Congo, il n'y a pas que le Rwanda et puis la République démocratique du Congo. Il y a un autre protagoniste. C'est le groupe armé de l'AFC M23, véritablement, qui est un acteur principal d'ailleurs dans ce conflit qui dure depuis 30 ans déjà. Et donc, l'accord de paix qui a été signé sous les auspices donc, des États-Unis d'Amérique devrait permettre à ce qu'on arrive à un accord de paix donc, entre le Rwanda et puis la République démocratique du Congo. Mais le Qatar devrait en principe s'occuper des négociations entre le gouvernement congolais et puis le groupe armé M23. Donc en fait, ce n'est qu'une partie donc, de l'accord. C'est vrai que dans l'accord qui a été signé à Washington, il y a de cela quelques semaines déjà, il est prévu que l'armée rwandaise retire ses troupes donc, du territoire de la République démocratique du Congo, que les forces démocratiques pour la libération du Rwanda, les FDLR, soient éradiquées, qu'on puisse renforcer donc, la coopération économique au niveau donc, de la sous-région, ensuite qu'on fasse en sorte que l'intégrité territoriale de la République démocratique du Congo soit préservée, soit respectée, et qu'on arrête les hostilités véritablement. Donc, pour le moment, pour qu'on arrive à la mise en œuvre effective donc, de cet accord, de ce premier volet donc, de l'accord global, parce que l'objectif global, c'est de parvenir à une paix durable et inclusive dans la région. Donc, cette région donc, qui est riche en ressources naturelles et qui est en proie à des violents affrontements donc, depuis plusieurs années. Donc c'est une paix durable et inclusive qui est recherchée. Et qui parle de paix durable et inclusive, parle de la prise en compte donc, des revendications du groupe armé M23. Donc en fait, le nouveau round des négociations qui ont été ouvertes donc, cette semaine et qui réunit au-delà des délégations de la République démocratique du Congo et du groupe armé M23, un certain nombre d'observateurs, notamment à Washington, donc les États-Unis d'Amérique, qui sont le garant donc, de la mise en œuvre de l'accord signé à Washington, donc le garant de la sécurité de la République démocratique du Congo. Nous avons également les délégations officielles, les officiels donc, de ces pays. Là, on parle de la présidente des ministres de l'Intérieur du Rwanda et puis de la République démocratique du Congo. Vous avez la présidente de l'Union africaine. Parce qu'en fait, les efforts de médiation qatarienne ne font que compléter donc, les efforts donc, de l'Union africaine avec une panoplie d'initiatives de l'EAC, de la SADC, de l'église protestante et catholique et tout ça là. Donc ça complète en fait ça. Et puis vous avez la présence du Togo à Qatar. Donc le Togo qui a été désigné comme médiateur de l'Union africaine dans cette crise-là. Donc en fait nous sommes dans une situation où vous avez deux parties qui sont optimistes et qui savent qu'il faut véritablement aller vers une paix durable. Parce que ils ont une pression d'une part des États-Unis, parce que les États-Unis, c'est le garant de la sécurité de la République démocratique du Congo. Donc, les États-Unis font une pression sur la République démocratique du Congo. Et de l'autre côté, vous avez le Rwanda, qui a été pointé par plusieurs rapports, non seulement de l'Organisation des Nations Unies, mais également de plusieurs organisations de défense des droits humains, comme ayant joué un rôle déterminant donc, dans la prise de certaines localités de Bukavu et puis de Goma, de certains territoires de l'Est de la République du Congo, et qui d'ailleurs, même depuis lors, les positions n'ont pas changé, malgré l'accord de Washington, parce qu'il faut un complément de l'accord pour parler d'une paix durable et inclusive. Donc en fait, les partis qui sont présents au niveau de Doha, Qatar, sont optimistes parce que je pense que début juin, il y avait l'émissaire donc, des États-Unis qui avait parlé que les deux parties étaient d'accord
vers la signature d'un accord de paix qui était en préparation. Et d'ailleurs, même, il y a une finalisation de cet accord qui avait été annoncé. Donc, ce qui va être réglé maintenant, c'est les préliminaires, c'est le respect des engagements de chaque parti, notamment le groupe armé M23 et puis le gouvernement de la République démocratique du Congo. Bon enfant Bovi, ces discussions, c'est à Doha au Qatar. On sait que le Qatar joue maintenant un rôle prépondérant sur le plan diplomatique, notamment en matière de médiation. Est-ce que vous pensez que à l'heure actuelle, le Qatar saura peser de son poids pour qu'on ait un véritable accord afin que les armes cessent? Parce que c'est ça le plus important. Ça, c'est un peu compliqué. Parce que vous savez qu'aux États-Unis, l'accord était entre États, c'est-à-dire Rwanda et la RDC. Maintenant, à Doha, ça ne doit plus être entre RDC et Rwanda. C'est RDC M23. Et c'est ce que depuis, le président Tshisekedi refuse. C'est-à-dire que tout un État va discuter avec un groupe rebelle. C'est la honte, l'ignominie ou bien l'opprobre là que le président Tshisekedi évitait depuis. Mais, vous demandez tout à l'heure lorsque les accords sont signés aux États-Unis. Mais normalement, on ne devait plus écouter les crépitements des armes à l'est de RDC. Vous comprenez? Ça veut dire quoi? Comment? Ça dit qu'il y a un peu d'hypocrisie dans les choses. Moi, j'ai dit toujours que pour faire taire les guerres à l'est de la République démocratique du Congo, il faut une volonté politique. Un blanc ne peut pas venir nous trouver de solution en Afrique. Ça, je vous dis la vérité. Aucune institution internationale ne peut venir d'elle-même. Ils ont tout fait, ils ont envoyé des missions, etc., militaires, etc. Rien ne s'est passé. Pourquoi? Ça veut dire que lorsque nous-mêmes, c'est un problème entre deux États. Et écoutez, depuis que cela se passe, ça fait plus de 30 ans, tous les rapports du monde accablent un pays. Mais il n'y a pas de décision. C'est comme vous faites des recommandations et les recommandations ne sont pas prises en compte dans le pays. La chose ne va jamais. Pourquoi? Je ne voudrais pas immédiatement aller en besoin pour dire que lorsqu'il y a des conflits, le Rwanda bénéficie. Les pays occidentaux qui sont des alliés, qui fournissent aussi des armes au Rwanda. Et le Rwanda aussi fournit des armes au M23 parce que c'est ça que les rapports disent. Et les rapports, on fait de très beaux rapports, mais on ne fait pas l'action pour que... Mais Kagame est à l'aise, hein. Le Rwanda est à l'aise. Ils ont snobé à plusieurs fois même les rapports des États-Unis. Mais pas des États-Unis, de l'ONU. Ça dit, ils ont diligenté des enquêtes. Mais Kagame, il est à l'aise. Vous voyez, si Kagame ne gagnait pas quelque chose, si les Occidentaux ne gagnaient pas quelque chose, si même les États-Unis ne gagnaient pas quelque chose, si même les pays africains, frontaliers ou non, ne gagnaient pas quelque chose dans cette guerre, si même les natifs, c'est-à-dire que les habitants, la population, certaines personnes qui sont des Congolais même, ne bénéficient pas. Bon, ce que je dis, vous savez, non, entre-temps, lorsque on a ouvert ce procès-là, ou bien, bon, on est en train de vouloir ouvrir un procès contre l'ancien président là, et qu'on a vu à Goma, et ça a fait de tollé. Mais ça veut dire qu'il y a certaines personnes, même Congolais, qui font quoi? Qui gagnent quelque chose. Et donc, ils ne vont jamais accepter que cette guerre-là cesse. Parce que quand ça cesse, ça veut dire que les gens vont se comprendre, il n'y aura plus de guerre. C'est quand il y a la guerre, parce qu'il y a des choses, les gens qui activent le feu, maintenant, ils viennent, ils jouent aux pompiers. C'est ça que les gens... Donc, aujourd'hui, à Doha, nous souhaitons, en tant qu'Africains, nous souhaitons que les armes cessent à l'est de... On a signé un accord, on n'a pas encore fini, hein. Vous voyez encore, les gens reprennent encore. Ça veut dire que le M23, il snoble ces accords-là. Vous voyez, maintenant, le représentant de M23 avait fait une déclaration pour dire, après la signature de cet accord aux États-Unis, hein, que ça c'est entre États. Maintenant, ils veulent parler. Et c'est ça que le Qatar veut faire. Vivement que les gens vont comment l'appelle-t-on, à Doha, avec des intérêts, pas partisans, mais un intérêt pour tout le monde. Est-ce que
que ce soit le M23 ou le gouvernement, est-ce qu'il y a véritablement une volonté d'appliquer un vrai accord de paix? Ben écoutez, Samuel, je pense qu'on doit parler dans tous les sens parce qu'en fait, celui qui est un soutien du M23 est un soutien du M23. C'est vraiment un soutien parce que vous avez vu comment le M23, en une offensive éclair, ont réussi à prendre des villes importantes au niveau de l'est de la République démocratique du Congo. Je vous assure, sans le Rwanda, le M23 ne pèsera absolument rien. Parce que la logistique est fournie par le Rwanda, le renseignement est fourni par le Rwanda, les drones, parce que vous avez le M23 qui utilise des drones, du matériel sophistiqué que l'armée voilà, n'en a pas. Donc il est important que dans la recherche de la paix, que le Rwanda soit impliqué, que le Rwanda puisse signer un accord de paix avec la République démocratique du Congo, dont l'Est de la République démocratique du Congo partage une frontière avec le Rwanda. Et pendant longtemps, le Rwanda a toujours avancé l'idée comme quoi la République démocratique du Congo soutenait le FDLR. Voilà. C'est pour ça que le Rwanda maintenait ses forces armées de façon stratégique à la frontière, en cas de qu'est-ce qu'il y a véritablement. Donc pour moi, il est important que dans la recherche d'une paix durable et inclusive, que ce premier volet, avec l'implication des États-Unis, et vous savez combien les États-Unis entretiennent les relations privilégiées avec le Rwanda. Donc aujourd'hui, si les États-Unis s'impliquent pour dire que nous, en tant qu'États-Unis, nous garantissons la sécurité de la République démocratique du Congo en obtenant un accord minier, parce qu'ils vont signer un accord dans ce sens-là. Et donc, secondo, il faut faire en sorte que les causes profondes donc de cette crise-là au niveau de l'Est de la République démocratique du Congo, et c'est ce qui va être abordé par Doha. C'est le travail que Doha est en train de faire pour faire en sorte que le troisième protagoniste, la troisième partie, qui est donc le M23, qui n'a pas été inclus dans le premier volet de l'accord de paix. Parce qu'il faut élargir l'accord. Parce que l'accord de Doha, c'est l'élargissement de l'accord de Washington. De faire en sorte que le M23 également puisse être impliqué dans la mise en œuvre, de mettre en place les mécanismes de suivi, de surveillance et de garantie, de respect des engagements de chaque partie. Parce que dans les différents accords, chaque partie gagne quelque chose, chaque partie perd quelque chose. C'est comme ça les accords. Et c'est pas nécessairement que la solution doit provenir donc du continent africain. Il peut arriver que dans la recherche d'une paix, qu'on puisse solliciter l'expertise d'un certain nombre de pays, comme les États-Unis, comme le Qatar, qui ont toujours été aux côtés donc, des pays africains. On verra tout à l'heure si le Qatar a les moyens de faire respecter cet accord de paix. Mais avant cela, permettez qu'on marque la pause, le temps de regarder le journal et on revient tout de suite derrière.